Est dangereux pour la santé, c'est ce que soutenait tantôt notre intervenante, une sociologue de la santé. Pour lui répondre, M. Shabab Saroup Singh Khalsa, qui est maître du yoga. En fait, il est du Centre Équilibrium de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un yogi, on appelle ça un yogi? Oui, exact. Mais c'est pas votre vrai nom, ça. Parce que vous avez un accent Qu'est-ce que québécois c'est, mon comme vrai vous et nom? moi. Ben, je sais pas, moi. C'est mon vrai nom. C'est Shabab Saroup Singh Khalsa, là. Tremblay, Bouchard ou quoi? C'est pas loin, OK. c'est pas loin. Mais vous êtes un Québécois d'origine, pure laine, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer de look comme ça, là? On peut l'appeler le hasard, on peut l'appeler la destinée. Donc, ça s'est présenté sur mon chemin à un moment donné, bien que je n'ai jamais fait de recherche approfondie au niveau spirituel, j'avais quand même un désir, un attachement à cet aspect, sans vraiment comprendre ou savoir ce que ça pouvait signifier. Et là, vous passez votre vie là-dedans. Présentement, oui. Vous donnez des cours et... Oui, j'ai un centre de yoga, le centre Équilibrium, et on a 45 classes par semaine, et on offre différentes formes de yoga. Est-ce que vous croyez, Mme Croteau, qui dit que ça peut être dangereux, le yoga? C'est une question difficile à répondre dans le sens où ça peut être dangereux, mais c'est tellement un pourcentage minime que c'est pas pertinent, dans un certain sens. C'est quand même beaucoup de monde. 8 assez sévère, 60 qui seraient touchés, d'après elle, d'après ses études. Le danger, c'est de vivre. La vie apporte toutes sortes de dangers. Donc, c'est sûr que le yoga ne peut être pas pour tout le monde, dans un certain sens. Puisque, effectivement, il y a des conditions au niveau physique. On n'est pas tous faits pareil. On n'a pas tous les mêmes points de résistance. On n'a pas tous les mêmes antécédents physiques, les mêmes capacités. Alors, à mesure qu'on prend ou on fait une technique, on ne peut pas demander à une personne qui est sédentaire de courir le marathon demain matin. Donc, effectivement, quand on commence à faire quelques techniques ou disciplines que ce soit, il faut y aller graduellement et il faut être sous la surveillance d'un professeur, il faut être guidé pour y aller étape par étape pour progresser avec la discipline. Donc, vous niez pas que quelqu'un qui ferait ça de travers, là, qui serait mal encadré, pourrait développer les symptômes dont elle nous parlait, c'est-à-dire de l'anxiété, même des hallucinations, Oui. dépression, etc.? Ça fait 25 ans que j'enseigne. Dangereux, votre affaire? Moi, je pensais que c'était bien relax, là. Oui, mais encore une fois, c'est exagéré. Okay? Faire attention, c'est exagéré. Il faut remettre les choses à l'ordre. Ça fait 25 ans que j'enseigne le yoga Kundalini. L'organisation de laquelle je fais partie s'appelle 3HO. C'est une organisation internationale de yoga Kundalini dont le grand maître était Yogi Bhajan, puisqu'il est décédé depuis 2004. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont passées à travers ces enseignements-là et qui pratiquent et qui en retirent des bénéfices. Et moi, personnellement, à travers mes 25 années d'enseignement, 3 personnes ont eu des difficultés. La première, c'est parce qu'elle se sentait tellement bien, elle était sous médication, sous un suivi psychiatrique, elle se sentait tellement bien, tellement énergisée pour la première fois, alors elle a décidé d'elle-même d'arrêter de prendre ses médicaments sans en parler à personne. Alors ça n'a pas marché. Donc, quand elle disait c'est déconseillé aux gens qui ont des problèmes mentaux, vous êtes d'accord avec elle? Il faut faire très attention. Ça peut aider dans certaines conditions. Okay? L'autre exemple que j'ai de l'autre personne qui a des difficultés, elle avait apparemment aucun problème précédent. Elle a fait du yoga Kundalini pendant un certain temps et tout à coup, elle a eu un événement qui a fait qu'elle avait des visions, des rêves absurdes et des situations vraiment où elle était physiquement, elle se sentait plus affaiblie dans son énergie, incapable de travailler ou de fonctionner pendant une période de temps. Alors, elle a été sous un suivi psychiatrique pendant un certain temps et j'ai retravaillé avec elle parce qu'elle voulait abandonner. Donc, moi, je lui ai suggéré que non, mais de continuer avec les traitements du psychiatre et de petit à petit de se rebâtir. Et c'est ce qu'on a fait, tranquillement, avec un suivi. On y va étape par étape, encore une fois, et elle a pu, après un certain temps, revenir à la normale et continuer à faire sa pratique et continuer à s'améliorer dans la discipline de la pratique. Là, il y a des gens qui ont plein de doutes sur l'existence des chakras puis l'énergie. Il y a plein de gens qui disent c'est de la foutaise, cette affaire-là. Mais si vous êtes en train de me dire que ça rend malade, ça veut dire que ça existe pour de vrai. Exagéré encore. Ça rend pas malade. C'est ce que vous venez de me dire. En tout cas, pas trop. Aux États-Unis... Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait du bien ou qui rend malade? Le chakra, c'est quoi ça? C'est ce que je disais, c'est des choses... Je ne peux pas vous donner un cours rapidement sur ça, parce que c'est de l'anatomie orientale qu'on peut appeler l'anatomie de l'énergie. Bon, si je vous coupe ou si je fais une dissection, je ne trouverai pas en vous les courants d'énergie, les chakras, le Ida, le Pingala, les courants qu'on appelle les nadis à travers les... Ça se voit pas. Ça se voit pas, OK? Donc, on ne peut pas le déterminer. Sauf qu'il y a certaines études
qui en approuvent l'existence. Comme les méridiens, par contre, avec l'acupuncture. On ne sait pas où sont les méridiens exactement. Sauf qu'avec l'expérience, on a déterminé que des flots d'énergie sont à travers des canaux dans le corps et qu'on peut réorienter les canaux d'énergie pour éviter des blocages ou pour ouvrir des endroits dans le corps où justement Il y a plein de gens qui ne croient pas ça pantoute, hein, qui disent que l'énergie, c'est un mot qui veut dire à peu près rien pour qualifier à peu près tout. Hein, vous savez qu'il y a des gens qui ont des doutes. D'ailleurs, d'abord, l'énergie Kundalini, il faudrait l'identifier. Est-ce que c'est l'énergie sexuelle? Non. Bon, Okay. je pose la question à madame. L'énergie sexuelle peut être canalisée pour renforcer l'énergie Kundalini, mais ce n'est pas l'énergie sexuelle en tant que telle. Et les déviations sexuelles, je pense que c'est beaucoup plus documenté, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des déviations sexuelles qui ne font pas de yoga Donc, que ceux qui en font. Vous refuter ce qu'elle disait, que les gens développent des tendances sexuelles pas très belles à cause de ça. Non, c'est pas ce qui va y contribuer. C'est effectivement des choses qui peuvent être déjà éclatantes pour des gens qui vont l'expérimenter. Mais c'est une énergie en tant que telle. Généralement, le yogi veut tendre à utiliser cette énergie parce qu'il y en a beaucoup qui est gaspillée de cette énergie sexuelle. Les femmes produisent toujours les hormones nécessaires, les hommes apparemment de façon quotidienne. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est pas une énergie qu'on utilise quotidiennement non plus. Alors, cette énergie peut être recanalisée par le yogi pour attribuer ou stimuler, encore une fois, aider l'énergie Kundalini. Moi, je disais tantôt, Mme Coteau, je fais de la méditation transcendantale de temps en temps. Quand j'étais jeune, ils m'ont montré un mantra, puis moi, ça me fait du bien. Le yogi, là, ce que vous enseignez, là, il y a la méditation, mais le yoga comme tel, c'est des étirements, c'est quoi? OK, il y a la philosophie, là, mais ça se fait comment? Là? Comment on fait pour être bien? Là? Je vais y venir, mais il y a juste quelque chose que je vais être sûr qu'on souligne, c'est que l'énergie Kundalini, c'est l'énergie de la conscience. Donc, cette énergie de la conscience, lorsqu'elle est ouverte, et elle circule, nous l'avons tous. Vous êtes né avec, je suis né avec, et tout individu est né avec. Alors, ce qui arrive, c'est que cette énergie-là, dépendamment du niveau de notre conscience, ou le niveau à laquelle on fonctionne dans notre conscience, fait qu'on agit d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. On développe à travers nos pensées un inconscient et un subconscient qui est prouvé par les psychologues et les psychiatres. Et lorsqu'on travaille l'énergie Kundalini, on relâche notre inconscient ou le subconscient, des idées dans le subconscient. Et c'est effectivement cet aspect qui fait qu'une personne peut être déréglée parce qu'il y a soudainement des vérités ou des états d'elle-même qu'elle réprimait au plus profond d'elle-même. Comme ça, on se mettait d'un état second, dans le fond. Moi, je l'appelle l'état premier, l'état vrai. OK, mais c'est parce que, comme vous le dites, le temps file, vous n'avez pas le temps d'expliquer bien fort, mais ce qui fait que les gens ils sont maintenant par centaines inscrits à vos cours, partout à travers le Québec, un engouement, c'est que les gens veulent être mieux dans leur peau, veulent être moins stressés, veulent être moins angoissés. Alors, c'est quoi? Ben, cet état-là fait que les mauvaises idées noires sortent? C'est comme ça? Exact. Effectivement, petit à petit, avec la méditation, la dame parle des mantras. Donc, les mantras, les postures, la respiration, ce sont tous des effets qui contribuent en soi à ouvrir ces aspects-là de soi et à clarifier son état mental pour voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est mental, mais des fois, quand on voit des cours de yoga, on voit des gens s'étirer. Il y a le stretching aussi. C'est pour le physique? C'est ça. L'aspect physique, ce qu'on appelle les postures, asanas, sont justement pour préparer le corps. Okay, donc, on travaille sur nos systèmes nerveux, système digestif, système respiratoire, système circulatoire, tous des aspects de soi qui doivent être amenés à leur potentiel maximum de leur capacité. Et ensuite, tout cet aspect physique nous permet beaucoup plus facilement d'établir la méditation, d'établir le calme, d'établir la relaxation, puisqu'on élimine les toxines de soi, premièrement, et ensuite, on établit un nouvel équilibre à l'intérieur de soi physique. Qu'est-ce que vous pensez, Mme Coteau, qu'il ne faut pas enseigner ça à l'école? Les jeunes ne sont pas capables de prendre ça, c'est trop dangereux. Après, en bas de 16 ans, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les enfants adorent ça en général, sauf que j'étais d'accord avec elle à un point, les parents devraient le savoir et les parents devraient être informés, acceptés, approuvés. Je pense que c'est tout à fait logique. C'est plus dangereux pour les enfants? Pas du tout. Ce qui est dangereux, M. Lévesque, c'est justement cette capacité de cette conscience qui s'élève et quand les gens sont conscients, quand on ne peut plus les encarcaner, les coincer dans des endroits, dans leurs aspects, ils peuvent se libérer. Concrètement, il y a des gens qui songent à s'inscrire ou qui se sont inscrits récemment ou qui en font juste un peu puis hésitent à en faire un peu plus. Ils vont se rendre malade avec ça? Non, absolument pas. Ils se sentent bien. Ils s'améliorent. Ils s'améliorent leur flexibilité, ils améliorent leur capacité de respiration, ils ont l'esprit plus clair, ils sont capables d'être meilleurs dans tout ce qu'ils font.
Merci beaucoup. Il faut que je me rappelle votre nom. Attention, attention, c'est un peu comme... Comment ça s'appelle? Shabab Sarup Singh Khalsa. Vous avez pris ça où? Merci, M. Lévesque. Vous avez pris ça où? De l'Inde, ça fait partie Et de ma religion, le ça veut dire quoi? sikhisme. Ça veut dire le courant sonore, la beauté du courant sonore. D'accord, merci beaucoup. Restez là.